أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أحسن خلاص في عدد جديد من حصة مراقبون. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نتناول هذه المرة العلاقات الجزائرية الفرنسية بمناسبة زيارة الأستاذ جاك كافانا. جاك كافانا محامي فرنسي مولود بالجزائر في 1943. نرحب به معنا في هذا العدد لنتناول أولا حياته كفرنسي في الجزائر، ثم مزاولته وأيضا شغفه لتقريب العلاقات الجزائرية الفرنسية. Bienvenue, monsieur Maître Jacques Cavana. Merci de votre accueil, merci de votre gentillesse. Vous êtes président de l'association Avenir France-Algérie. Je suis président de l'association France-Algérie, association que nous avons créée dès le 3 février, projet qui était déjà en cours au mois de décembre dernier. D'accord, vous envisagez l'avenir. Pourquoi ne pas évoquer le passé? Le passé fait partie du droit à la mémoire. D'accord. Et ce passé, il faut savoir le regarder en face, ensemble, parce que notre histoire est commune, elle est partagée. Et elle doit être regardée en toute objectivité, en toute fraternité, avec un échange serein et de manière à pouvoir tirer les conséquences pour l'avenir. Cet avenir que nous devons partager, parce que nous avons trop d'histoires communes et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas une main tendue qu'il faut, c'est les deux mains tendues. À partir de votre parcours, votre vie, votre biographie, si on peut essayer un peu d'évoquer ce passé. Vous êtes né en Algérie en 1943, à Elbière. Ça, oui. Elbière. Dans un quartier plus précis, qui est celui de Fontaine-Fraîche. Fontaine-Fraîche. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur votre enfance en Algérie, une vie dans l'époque coloniale? Bon, les Algériens vous désignaient de tel, les Français vous désignaient de tel. Et comment vous avez vécu cette enfance? Moi, j'ai vécu une enfance, comment dire, assez agréable, assez sympathique, parce que je suis né effectivement à El Biar, dans ce quartier qui est celui de Fontaine-Fraîche. Puis, mes parents, puisqu'on avait habité chez les grands-parents à l'époque, mes parents ont déménagé dans un quartier qui aujourd'hui s'appelle Belouizdane et qui était le quartier de Hama. Mon père, mes parents, avaient une épicerie dans ce qui était à l'époque la rue d'Amoura, et la rue d'Amoura n'existe plus. Mais l'immeuble où nous habitions, qui est en face, dans la rue qui était la rue de Lyon, juste avant le musée, j'ai grandi là. Et j'ai commencé à aller à l'école maternelle Cosmille. Donc l'école Cosmille, j'y ai grandi. J'y ai été jusqu'à la fin de la scolarité primaire, avant d'aller au collège Luto. On appelait le collège Luto, qui est devenu après Albert Camus, et puis qui a changé, puisqu'il y a aujourd'hui un autre nom. Et je suis arrivé là jusqu'à la seconde. Et puis, en première, je suis allé dans un établissement privé qui était du côté de la rue Guidouche. Et puis, sont venus effectivement le départ en 1962. Mais avant le départ, il y avait la guerre de libération. Tout à fait. Vous avez vécu tout au long de cette guerre. Et il vous a marqué en quelque chose? J'ai été marqué par plusieurs événements, oui. C'est vrai. Comment vous dire, lorsque les événements se sont passés, a priori, les premières années, ça n'a pas eu d'impact particulier, parce que tout simplement, on vivait, nous, dans un quartier populaire,
Je vous rappelle que le quartier du Hamma, c'était le quartier où il y avait les ateliers des chemins de fer, et qui était un quartier où effectivement il y avait une population communiste, socialiste, qui était Il y avait important. aussi des nationalistes Il y algériens. avait aussi des nationalistes algériens, Ouais. j'en ai connu, qui étaient des clients de l'épicerie de mes parents. Donc, vous voyez, D'accord. mais avec qui on entretenait les meilleurs rapports, parce que les rapports humains, ça n'a rien à voir avec la politique, mais les rapports humains se maintiennent. Hein. Alors je sais qu'effectivement, mes parents ont eu des contacts avec ces clients, avec qui, effectivement, ils ont toujours entretenu les meilleurs rapports. La politique, c'est une chose, et les rapports humains, c'est autre chose. D'ailleurs, il y avait des orientations du Front de Libération Nationale à l'époque de ne pas toucher aux civils européens en général et aux Français particulièrement. Vous n'avez pas eu des choses comme ça Nous n'avons pas, Inch'Allah, comme on dit, grâce à Dieu, pas eu de membres de la famille qui ait pu être touché ou même menacé. Non, pas vrai. Je ne vais pas vous dire des histoires, je ne viens pas faire du misérabilisme, parce que ce n'est pas ça. On a vécu normalement, puis est venue l'indépendance, ou plutôt le mois de mars, où effectivement il y a eu quelques basculements qui se sont faits. Je crois que ce qui a été peut-être un phénomène déclenchant chez mes parents, ça a été le 26 mars. C'est-à-dire la rue d'Isly, la Grande Poste. 26 mars de quelle année 1962. 1962. C'est ça, Mais oui. avant d'arriver en 1962, je veux bien vous évoquer un peu la période de ce qu'on appelle la bataille d'Alger ou bien ce qu'on appelle la grève des 8 jours qui a été déclenchée à Alger de février, enfin de janvier, de la fin janvier 1957 au début février. Oui. Est-ce que vous a touché un peu On n'a pas, enfin, point de vue relationnel avec les gens qui effectivement faisaient partie de ceux qui étaient indépendantistes, donc qui étaient de la Révolution, les rapports étaient tout à fait amicaux, etc. On pensait, et mes parents pensaient aussi, qu'effectivement, l'Algérie, à un certain moment, devait être indépendante et que c'était tout tracé dans l'histoire, que ce n'était pas nécessaire d'arriver à la situation qui a été la fin dramatique quand même, pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, de chaque côté des communautés. Et tout simplement, on a maintenu, mes parents espéraient pouvoir rester, mais devant le flot de ceux qui sont partis, il est évident que c'était très difficile. On était pratiquement obligé de suivre le mouvement. Voilà. D'accord. Mais bon, vous parliez tout à l'heure de mars 62. On sait bien que le 19 mars, c'était le cessez-le-feu. Oui, tout à fait. Et puis, les choses ont changé complètement. La donne a changé. Tout à fait. Comment vous avez vécu ce changement, cette mutation? Ça a été vécu par une transformation de ce qui était quelque chose qui était inéluctable et que tout le monde comprenait. Et ça a été transformé en quelques jours, en définitive, à la suite du 26 mars, en peur. Et c'est cette peur qui s'est retranscrite en disant il faut partir. Voilà. Il faut partir. Donc vous êtes parti en quel Alors moi je suis parti, juin. mes parents m'ont envoyé en France parce que on avait le problème du bac, il y avait le problème des examens. Et vous étiez parti avant eux? Je suis parti, ma mère est partie le 17 juillet avec mes deux frères
Et moi, je suis parti un mois avant, le 19 juin. Ouais. Alors j'espérais pouvoir récupérer la session Du du bac en France, D'accord. mais ce n'était pas possible. D'accord, d'accord. Et voilà, bon, vous êtes en France, donc une nouvelle vie, il n'y a pas de... Alors. Vous n'avez pas de patrimoine là-bas, Ben, on vous n'a n'avez rien. pas de propriété. On n'a rien. Et comment c'était refaire complètement la vie? Alors, oui. Alors, je vais vous dire, je suis arrivé. Alors, mes parents avaient pris une précaution. Ils avaient essayé d'écrire à des maires de petites communes autour de Montpellier pour demander s'ils connaissaient quelque chose à louer. Et c'est vrai que dans un petit village à côté de Montpellier, qui s'appelait Grabel, le maire a répondu en disant effectivement, nous avons, pendant la guerre en 1940, accueilli des Belges qui étaient réfugiés en France. Eh bien, on accueillera des rapatriés dans la commune. Comme des réfugiés, entre guillemets. Voilà. Hein? Oui. C'est-à-dire que on vous était êtes français, réfugiés. mais vous étiez obligé d'être réfugié. Ah, mais on était en réfugiés. France. Alors, je vais quand même vous dire comment ça s'est passé. Puisque moi, j'étais arrivé seul. Mes parents avaient réservé une petite maison de campagne dans ce village. Mais comme j'étais seul, je me suis retrouvé ce qu'on appelle le centre des rapatriés. Le centre des rapatriés à Montpellier, c'était un vieux lycée qui était désaffecté. Et ce vieux lycée désaffecté, il y avait des dortoirs. Et ces dortoirs, ils avaient aligné des lits. On était une centaine par dortoir. Et je n'ai pas honte de le dire, j'ai dormi dans les dortoirs. Avec 2 valises, une petite valise avec 4 chemises et de quoi se changer. Et puis l'autre valise, c'était mes bouquins pour passer le bac. Voilà. Et ça a duré le temps que ma mère arrive, donc un peu plus d'1 mois. Et puis voilà, donc voilà comment se sont passées les choses. Alors après, on était des étrangers qui n'étaient pas très bien vus. Alors quand Pourquoi? on est arrivé, quand on est bien vu? pas du tout. Pourquoi? Ah, mais parce que on était. Pourquoi cette vision envers les pieds noirs, entre guillemets, des Français de France? Alors, on a eu droit à plusieurs qualificatifs. Vous étiez là-bas, vous n'avez qu'à retourner. C'est ce que disait M. Defer. M. Defer, c'est aujourd'hui un petit peu le même vocabulaire qu'on entend. Defer, ça veut dire simplement rejeter-les à la mer. Bon. C'était une vue socialiste, probablement. Mais bon, c'est ce qu'il avait dit. Le problème est dans certaines villes, comme Montpellier, le maire a essayé d'adoucir, mais il ne pouvait pas faire de miracle. Quand vous arrivez, vous avez 2000 personnes qui arrivent dans une Vous n'avez ville. pas pensé depuis à revenir en Algérie, s'installer en Algérie? Pourquoi? Il fallait Il y avait quand même des possibilités de revenir. Alors, il y avait quand même... mes parents, il fallait qu'ils s'installent. Je vais vous dire, on en a bavé pour s'installer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mes parents n'étaient pas des gens riches, donc ils avaient un petit capital. Ils ont perdu ils ont laissé ici l'appartement qu'ils avaient et le commerce qu'ils avaient. Donc il a pris les 4 sous qu'il avait à la banque, il les a mis en poche. Et mon père, qui avait fait un aller-retour pour voir s'il pouvait rester et rouvrir, c'était pas possible. Bon, donc il est rentré en février l'année suivante. Et partant de là, mon père a travaillé, puis comme il travaillait dans le privé, dans le public, pardon, dans le public, il avait monté un magasin de vente d'électroménager, etc. Premier point. Bon. Premier. Oui, pardon. Oui, juste pour avancer un peu dans le débat, dans la discussion. Bon, c'est-à-dire vous êtes inscrit après à la faculté de droit à Montpellier pour entamer les études de juriste. Oui. Et puis, mais
vous aviez toujours la pensée vers l'Algérie, quand même. Toujours. Tout en étant là-bas. Oui. Alors, voilà. je vais vous dire, je vais tout vous dire justement sur le cursus universitaire. Après avoir obtenu le bac, donc, je me suis inscrit à la faculté de droit de Montpellier. J'ai fait 1 an, une première année, et puis une deuxième. Et puis, j'ai voulu quand même modifier un petit peu les choses, et j'ai voulu faire en même temps Sciences Po. Donc, j'ai été obligé d'aller faire Sciences Po à Aix-en-Provence, puisque c'était là-bas que ça pouvait se faire en étant proche de Montpellier, puisqu'entre-temps, j'étais marié. Et donc, j'ai fait mes études à Sciences Po, et en même temps, à ce moment-là, à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. J'ai cumulé. Je faisais le trajet, pas tous les jours, mais pour les travaux dirigés, les travaux qui devaient se faire. Et donc, je faisais le trajet pratiquement toutes les semaines. Voilà. Donc, j'ai fait mon cursus à Aix-en-Provence, le 3/4, puisque j'ai fait Sciences Po, j'ai fait ma licence en droit, puis après j'ai fait un DES de Sciences Po à Aix-en-Provence, puis je suis revenu ensuite à Montpellier où j'ai fait un DES de droit international public, voilà. Et puis, vous aviez l'occasion plusieurs fois d'être en contact avec des Algériens. Alors, de toute tendance, de toute audience. C'est-à-dire, par exemple, il y avait des avocats, il y avait des politiques, il y avait des intellectuels de différents horizons. Vous pouvez nous parler un peu de ces contacts, les meilleurs contacts, les principaux contacts qui vous ont marqué. C'est-à-dire à travers, vous parliez un peu des correspondances que vous avez déjà eues avec des Algériens à haut niveau, même avec le président de la République. À l'époque, oui. Oui. Alors, lorsque j'ai passé le CAPA et que je suis devenu avocat, ma première idée, ça a été de venir faire en même temps de l'enseignement en Algérie. Ah, et en 1975, j'ai écrit au doyen de la faculté de droit d'Alger pour lui dire, voilà, je suis avocat installé à Montpellier, mais je souhaiterais aussi faire de l'enseignement en Algérie. Mais en restant et en maintenant mon cabinet en France et en venant, comme ça se faisait à l'époque, sans vouloir rentrer dans le cadre dite de la coopération française parce qu'il y avait un certain nombre de contraintes que je ne pouvais pas assurer, mais de le faire directement en tant qu'enseignant avec la fac. Ça n'est pas possible puisque j'ai retrouvé encore le courrier il n'y a pas si longtemps que ça où on me dit, compte tenu que vous voulez maintenir votre cabinet, il n'y a pas de possibilité sur le plan administratif. Donc, en 1975, cette première approche n'a pas abouti. C'était possible peut-être de faire différemment, mais j'étais quand même lié avec le cabinet que je montais, parce que je suis de la promotion de 1974, vous voyez, j'ai fait la demande en 1975, donc un cabinet ne se monte pas en 15 jours ni en un mois, et donc j'étais dans le processus de monter mon cabinet. Voilà. À Alger. Mais à Montpellier, non, à Montpellier. Oui, à Montpellier. Non, à Alger, techniquement, c'était pas possible. Administrativement, mais c'était pas possible. Bon, donc c'était problème résolu. Donc j'ai quand même maintenu des relations avec tous mes amis que j'avais algériens qui étaient sur Montpellier en tant qu'étudiants, etc. Et puis j'ai eu en l'an 2000 une occasion, une rencontre fortuite, mais que je salue encore, qui était celle avec Ali Saad. Ali Saad qui était le consul d'Algérie à Montpellier. Et en l'an 2000, justement, il m'appelle pour me demander, et pour me dire que le secrétaire d'État aux Algériens à l'étranger vient à Montpellier et qu'il souhaiterait rencontrer quelques pieds noirs pour renouer. Et on me demande, le consul me demande si effectivement je suis partant pour venir. Et je vais bien sûr dire
naturellement, je viens, hein, et c'est avec plaisir. Et le jour de cette réunion, de cette rencontre, de ce repas qui a été organisé par le consul, il avait 5-6 rapatriés, hein, de différentes communautés. C'était en quelle année, monsieur? C'était en l'an 2000, pile. En 2000. En l'an 2000. Ah, 2000. Ouais. C'était en l'an 2000. Et donc, dès que la réunion se commence et qu'on prend l'apéritif, l'ambiance explose un peu, puisqu'il y en a un qui dit on n'a rien à faire ici si effectivement on ne résout pas le problème des cimetières. C'est le début du devoir de mémoire d'ailleurs. D'accord. Et de dire, bon, alors le consul est un petit peu éberlué de ce qu'il entend, parce qu'il se dit, j'ai le ministre. Le ministre est un petit peu surpris, et puis, donc on essaye quand même de calmer le jeu, hein, et de pouvoir poursuivre, etc. On arrive à poursuivre, on arrive à se mettre à table, et je suis installé à la droite du ministre, le consul de l'autre côté à Le gauche. ministre, M. Ziari. C'était M. Ziari, oui, Oui. M. Ziari. Et M. Ziari, qui a compris un petit peu la situation et qui était très ouvert à la discussion, il me dit, moi qui étais à côté de lui, il me dit, écoutez, vous avez l'air plus calme que les autres. Je lui dis, monsieur le ministre, vous m'invitez, j'ai quand même cette courtoisie de venir et de respecter. Et je respecte deux choses. L'Algérie est indépendante et elle est souveraine. Et elle reçoit qu'elle veut, comme elle veut, et elle accepte telle ou telle situation. Donc, ben oui, alors il me dit, écoutez, le problème des cimetières, il est simple. Nos cimetières ne sont pas mieux entretenus que les vôtres. Je dis oui, mais bon. Eh bien, écoutez, faites une association et on vous aidera. Mais dans le sens d'aider, c'est de faciliter les relations, faciliter les contacts. Une association du droit algérien. C'est une association, non, de droit français. Du droit De français. droit français, parce qu'il fallait demander une autorisation. Après, c'était quand même très difficile et très long. Donc, je l'ai créé, et s'est enclenché un certain nombre de choses qui fait que on m'a présenté par l'intermédiaire au départ de M. Ziari. J'ai eu M. Benhamar, qui a été quelqu'un qui a compté justement dans ces relations, qui était à l'époque, qui avait été ministre du Commerce, je crois, mais qui avait été aussi ambassadeur d'Algérie au Portugal. Puis, par son intermédiaire, j'ai été amené à rencontrer sur ses conseils, effectivement, M. Oulkablia. M. Oulkablia, à qui je dois beaucoup, parce que nous avons des relations encore aujourd'hui très amicales, très fraternelles, et on a un échange très courtois sympathique. Et très amical, oui, tout à fait. Bon, sans oublier de noter que vous êtes le seul avocat français qui a un cabinet à Alger. Oui. Alors, il y a une raison à ça. Lorsque j'étais Rapidement, avocat... parce qu'on va terminer l'émission dans un petit moment. Oui. Alors, lorsque j'étais avocat à Montpellier, mon idée, c'était toujours d'avoir des liens avec l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, ce qui est encore mon pays, je pense, parce que j'ai quand même une part d'algérianité en moi. Donc, j'ai été amené à faire et à me battre pour obtenir et pour créer le jumelage entre le barreau d'Alger et le barreau de Montpellier. Ah, d'accord. J'ai fait je suis à l'initiative de ce jumelage qui a été signé par le bâtonnier en exercice de Montpellier, qui était d'ailleurs aussi de la communauté rapatriée, et qui était, lui, originaire de Tiarette. Hein. C'est lui qui a signé parce qu'il était bâtonnier, mais c'est moi qui qui l'ai mis en marche. Et en partant de là, on a fait celui de Blida avec Nîmes, et j'avais fait aussi parallèlement les journées du droit avec le World Trade Center et M. Tibaoui. Ce qui fait que tout ceci fait que le bâtonnier en exercice à l'époque m'a autorisé à avoir un cabinet secondaire ici.
Merci, Maître Jacques Cavana. On vient de terminer la première partie de l'émission. Nous allons entamer une deuxième partie prochainement. Donc, مشاهدينا الكرام، نحييكم مجددا وننهي بهذا الحلقة هذا العدد من حصة مراقبون، على أن نلتقي مجددا في عدد آخر مع الأستاذ جاك كافانا وليحدثنا عن قضايا أخرى تتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.